ça va démarrer, hein. J'attends, voilà, donc ça démarre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va sortir un petit peu de cette représentation d'objets physiques qui nous a occupés pendant 2 sessions, hein, donc avec création d'objets. Et la semaine dernière, on avait créé tout ce qui était joint, ou en tout cas relation entre objets, ce qui nous permettait de fixer comme ça des objets dans le monde, de les faire pivoter autour d'un axe, etc. Aujourd'hui, on va continuer d'explorer un petit peu sur la thématique des particules ou des objets, un thème qui, j'espère, va vous plaire, qui s'appelle les engins autonomes. Et notamment, donc, parmi ce thème un peu plus générique, on va voir ce qu'on appelle les boids. Et les boids, c'est un système qui permet, alors je vous ai mis quelques références, qui permet de simuler ce type de comportement, en fait, de comportement de groupe. Alors, musique. Grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un élément, en fait, donc une sorte de particule, dans notre environnement Canvas 2D. Donc particule ou agent. Donc je vais définir un peu plus ce que c'est un agent, ce qu'on entend par agent autonome. Un agent qui va être donc caractérisé par une position et des paramètres comme la vitesse et l'accélération et ce qu'on avait vu pour les particules. Sauf qu'ici, on va être capable en fait de lui donner un comportement de groupe. Donc ça, c'est le côté, on va dire, autonomie, qui va faire en sorte que, vous allez voir, on va pouvoir dire que, on va définir des comportements de groupe qui vont permettre de dire, un élément, voilà, tu fais partie de ce groupe, mais tu vas essayer d'éviter en fait un petit peu tes congénères, d'accord, dans des comportements de groupe. Et on va définir comme ça des comportements qui vont nous permettre de leur dire, voilà, vous avez cette cible à atteindre, donc vous allez vous y déplacer. Donc il faut penser un petit peu comme si on avait, il y a d'autres, vous voyez ces comportements-là un petit peu, voilà, qui font émerger comme ça des formes. Et donc on va explorer un petit peu ce modèle-là, donc qui est basé sur les boids de Craig Reynolds. Donc Craig Reynolds, qui était un ingénieur qui travaille toujours à Sony, qui a inventé ce système informatique donc pour simuler vraiment ces comportements de plusieurs particules, plusieurs agents qui sont placés dans un contexte en 2 dimensions et qui vont essayer en fait de naviguer en ayant donc ces comportements que je vais commenter, voilà, que je commenterai tout à l'heure. Donc on va implémenter ça. Et vous allez voir, ça donne des résultats qui sont assez étonnants, avec des règles relativement simples finalement dans les écritures. Et ça va produire des choses très intéressantes. Donc pour ça, j'ai préparé un template de code. Donc ça, je vous l'ai mis. Alors, je peux vous montrer, oui, avant peut-être de commencer. J'ai mis d'autres références. Enfin, j'ai mis une deuxième référence ici, une vidéo qui montre un petit peu voilà, ce qu'on va essayer de simuler. Alors, celle-là est un petit peu plus poussée sur le côté agent autonome, euh, dans le sens là où ils vont étudier vraiment les comportements presque individuels à l'intérieur de groupes. Voilà. Donc, j'avance. Il y a des images assez intéressantes. Donc là, ils prennent le parti inverse, c'est-à-dire qu'ils prennent voilà, des espèces de têtards. En fait, ils vont les filmer et ils vont capter en fait la position de ces organismes pour en déduire en fait des modèles, voilà, des modèles. Même ils mettent des capteurs dessus. Ouais, j'avais pas vu ça. Je pensais il est filmé. Voilà, pour en déduire comme ça des modèles informatiques. Donc c'est assez fascinant et vous allez voir, en quelques lignes de code, en fait, on va réussir à simuler ce type de comportement. Donc avec un système qui s'appelle Boyd, donc on va utiliser une librairie que j'ai reprise en fait directement du site P5JS et que j'ai un petit peu adapté parce il manquait certaines fonctions et notamment des fonctions qui permettent en fait à ces organismes, à ces engins autonomes
d'aller vers une cible ou de se diriger vers une cible, de s'y arrêter si on le souhaite, et des choses comme ça. Donc, il manquait 2-3 fonctions, et je me suis inspiré, donc pareil, je me suis inspiré ici, enfin, pas que je me suis inspiré, j'ai repris la librairie en fait qui correspond ici à ce chapitre-là dans le Nature of Code de Daniel Schiffman. Donc ça, c'est une super référence si vous voulez pousser un petit peu plus loin ce qu'on va voir ce matin. Donc ça explique vraiment en détail les concepts physiques qui se cachent derrière les boids et les agents autonomes, sachant que ça repart un petit peu vraiment sur le principe des particules qu'on a vu, c'est-à-dire position, vitesse, accélération et application de force sur ces particules. Sauf que là, on vient adjoindre donc à ces particules, eh bien, ces comportements de groupe. Et donc, vous allez voir que tenir compte des autres particules, on va dire, environnantes, ça va revenir toujours à appliquer des forces, en fait, de sorte à essayer d'éviter les particules qui sont autour. Donc, on va voir ça. Mais je vous conseille, si vous avez donc le chapitre est très très long, mais il explique vraiment tout en détail et notamment sur les calculs en fait qui permettent à partir des forces, bien de venir calculer les vitesses et positions en fonction donc de ces différents comportements qu'on va donner. Donc je crois qu'il y a une vidéo aussi sur le coding train de Daniel Schiffman. C'est vrai que j'ai pas mis le lien. Je vais peut-être le mettre tout à l'heure, une fois qu'on aura terminé ce cours. Voilà. Et donc ça, parmi les sujets qui sont traités, il revient aussi au flow field. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, nous, au tout début, quand on a fait les premières simulations de particules. Donc là, il y vient par ce biais-là. Voilà. Donc, ce qui peut être intéressant, ce qu'on pourrait d'ailleurs nous rebasculer sur ce système-là. Donc, c'est super. Voilà. Donc là, nous, je vais vous apprendre, on va voir ce matin comment apprivoiser un petit peu cette librairie. Donc, comme d'habitude, on va fabriquer des objets à partir d'une classe, voilà, qui s'appelle Boyd, que j'ai intégré. Ah oui, alors bon, je vous parle du sketch, mais vous pouvez vous diriger vers ce sketch. Allez, je vous copie l'adresse dans le chat. Toujours pareil, hein, sur le process, vous dupliquez ce sketch et on va travailler dessus. Donc je vais agrandir la fenêtre ici pour être un petit peu plus à l'aise. Voilà. Donc pour commenter le sketch, rapidement sur la structure. Donc, vous voyez que j'importe donc une librairie qui s'appelle P5Boids, que j'ai placée donc sur le serveur designbordeaux.fr, enfin licence.designbordeaux.fr. Donc, à quoi ressemble ce code? Vous pouvez taper ça directement dans le navigateur. Donc, c'est vraiment le code que j'ai repris. Je crois qu'il est même disponible sur le site P5JS. Si vous tapez Boids P5JS. Et je lui ai adjoint, en préparant le cours là hier, j'ai adjoint quelques fonctions qui étaient pas disponibles. Donc qu'on va utiliser là d'ici quelques minutes. Voilà. Donc le code est un petit peu complexe. Alors je me suis posé la question de est-ce que on rentre dans le détail. Puis je me suis dit que c'était pas forcément la peine parce que c'est assez technique sur le calcul justement des forces et des vitesses en fonction des comportements que l'on souhaite donner à ces agents autonomes. Donc je me suis dit, mieux vaut, on prend cette librairie et puis on va l'utiliser ensuite. Voilà, donc vous pouvez dupliquer ça. Alors ce qu'on va voir aussi ce matin, ce que je voulais vous remontrer qu'on avait vu l'an dernier, c'était la création de GIF animés. Donc vous avez dû voir sur le GitHub que j'ai mis des petits GIFs animés. Donc ça m'amuse. Je trouve que ça donne un côté dynamique. Donc vous allez voir, j'ai synthétisé ça pareil en une écriture qui est relativement compacte. Donc ça va être quoi, 3 ou 4 lignes de code à rajouter.
Et donc, ça nous permettra comme ça d'exporter des GIFs animés. Puis je pense que c'est pas mal aussi pour vous si jamais vous voulez mettre des choses dans un portfolio. La tendance un peu lourde en ce moment au GIF animé, et je pense que voilà, c'est bien de se remémorer ça. Et d'autant que là, on fabrique des images quand même qui sont en mouvement. Donc on va voir, on va rebalayer un petit peu tout ça. Et on va commencer par explorer un petit peu les comportements d'abord individuels des boids. Donc on va créer un objet boid et puis voilà, on va le faire se balader en fonction de la position de la souris. Et dans un deuxième temps, comme vous imaginez, en fait, on va gérer un ensemble de boids. Qui dit ensemble dit un tableau. Qui dit tableau dit des boucles, et donc on va travailler toujours pareil avec des tableaux voilà, des tableaux d'objets, comme on a fait pour les particules et pour les objets physiques qu'on a manipulés. Donc ça devrait être quelque chose, voilà, qui devient un petit peu qui est récurrent et puis qui doit rentrer au fur et à mesure maintenant. Donc là, on va se concentrer d'abord sur un seul boid. On va le créer, on va le manipuler et on va lui demander d'effectuer donc deux opérations, d'essayer de rejoindre une cible et d'essayer de rejoindre et de s'arrêter sur une cible. Donc, vous allez voir avec la librairie, ça s'écrit de manière vraiment très simple. Donc voilà, on est dans ce sketch. Donc je vais peut-être, tiens, moi le dupliquer aussi. Et je vais l'appeler Boyd's simple. Allez, Boyd single. Donc, on y va. On va dans le sketch JS et on se retrouve donc avec notre structure classique de setup et de draw. Voilà. Donc, première opération, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un void. Donc, qui dit créer un void, dit associer une variable à ce void. Donc, on va l'appeler void. Alors oui, void, c'est une contraction. J'ai vu ça, alors je savais pas. C'est une contraction de bird oid, je crois, qui veut dire à la forme d'un oiseau, voilà, ou à le comportement d'un oiseau. Donc moi j'avais toujours entendu le terme boid sans vraiment savoir ce que c'était, et je crois que j'ai vu ça alors je vous ai pas mis la fiche wiki, mais si vous tapez boid, voilà, Wikipédia, vous allez tomber, je pense, sur la fiche. Et ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est une contraction de bird oid, qui a la forme d'un oiseau. Voilà. Donc je savais pas. J'avais toujours entendu le terme sans savoir que ça venait de ça. Voilà, donc on va gérer ça. Donc je reviens dans le sketch et donc on crée une variable. Donc pour l'instant, on va pas gérer une collection d'objets, on va simplement gérer un objet. Donc cet objet-là, eh bien, on va le créer dans le setup. Donc une fois qu'on a démarré le programme et créé notre canvas, eh bien, on va créer un objet. Donc ça se passe par le mot-clé new, et on va utiliser donc la classe qui est définie donc dans le fichier p5boids. On utilise la classe boid, donc avec un B majuscule. Hein, c'est le symbole donc, qui représente la classe. Et pour initialiser un boid, en fait, on va lui passer un X et un Y. Voilà. On va lui passer une position initiale comme on avait fait pour nos particules. Donc là, on va le positionner, pourquoi pas, au centre de l'écran. X divisé par 2. Width et height, qui sont les deux variables qui correspondent à la largeur, hauteur. Et donc, ils sont valides une fois que le create canvas a été appelé. Donc, mais toujours pareil, quand on commence à développer, je teste si ce code fonctionne bien. Alors, vous allez voir, vous allez sans doute avoir cette ligne ici qui est liée à la librairie donc qui permet d'exporter en GIF. Alors, j'ai pas été plus loin, j'ai pas investigué pour savoir comment résoudre cette erreur. Bon, en tout cas, ça interfère pas avec le programme, donc c'est pas très grave. Voilà. Donc normalement, voilà, on teste, ça fonctionne. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur, donc il a bien créé notre objet. Et donc
tout est en place. OK, donc une fois qu'on a ça, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut très certainement dessiner notre Boyd, donc qui va être évidemment pour l'instant immobile. Donc on va utiliser la méthode render sur l'objet. Donc, quelque part dans la librairie, dans la classe Boyd, il y a une fonction qui s'appelle render et qui va permettre en fait de dessiner, de représenter le Boyd. Alors c'est assez classique en fait de le représenter toujours par un triangle qui est orienté. Voilà, c'est un petit peu le standard. Tous les exemples utilisent cette représentation-là. Donc on va tester ça et vous voyez qu'il apparaît. Donc on peut le relancer et voilà, la remarque qu'on peut se faire, la première remarque qu'on peut faire, c'est que bien vous voyez quand vous relancez le programme, en fait, il va avoir une orientation qui change. Donc ça, c'est intégré dans la librairie et il y a par défaut en fait l'orientation qui est sélectionnée au hasard. Voilà. Donc ça fait partie. Alors on peut aller regarder hein, si, ici dans la construction de l'objet, hop, voilà, on a, alors je sais plus où c'est, oui voilà, c'est ça. Donc ça correspond à voilà, à la vitesse sélectionnée au hasard. Bon. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, mais c'est ici. Et donc vous voyez qu'ici, hop, on lui passe XY. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir qu'on l'anime. Donc pour l'animer, pour faire les calculs qui sont liés à la position, vitesse, accélération, on est obligé d'appeler une fonction qui s'appelle, je crois, c'est update pour nos particules. Donc ça, c'est vraiment la fonction qui va être responsable de prendre finalement toutes les forces qu'on aura voulu appliquer à notre Boyd et transformer l'application de ces forces bien, en accélération. Donc il y a quelque part ce qu'on a vu sur les particules. À partir de cette accélération, on en déduit la vitesse qui nous permet d'en déduire les modifications, les changements de position. Donc pareil, on teste ça et vous voyez que votre Boyd va commencer à se déplacer tout seul. Voilà, il se déplace tout seul. Donc comme il a une vitesse qui a été sélectionnée au hasard, voilà, il se déplace en ligne droite. Vraiment, il n'y a rien de plus que voilà, qu'une particule pour l'instant. Alors, on ne veut pas qu'il sorte de l'écran. Parce qu'une fois qu'il est parti, on ne peut plus le rappeler. Et donc, on va appeler une fonction ici, juste après le update, qui s'appelle, pareil, qui est définie sur la classe Boyd, qui s'appelle borders. Ça, cette fonction, elle fait ce qu'on avait fait avec les particules, c'est-à-dire que s'il sort d'un côté, il re-rentre de l'autre, voilà, comme s'il se téléportait un petit peu sur l'écran. Donc vous allez voir, là, évidemment, il navigue pas très vite. Donc je vais le laisser naviguer, mais normalement, il devrait réapparaître par ici, voilà, avec cette fonction. D'accord. Donc ça, c'est cool, ça permet, voilà. Donc vous allez voir, quand on va créer des comportements de groupe, il y a certains moutons noirs qui vont s'éloigner, puis comme ça, ça va nous permettre de les rappeler. OK. Donc ça fait partie vraiment voilà, du bloc de base, définition, donc création d'une variable, création de notre objet Boyd, et la mise à jour, donc update, borders et render. Donc borders, on ne le mettra pas forcément systématiquement, parce que j'ai prévu tout à l'heure d'avoir une utilisation, vous allez voir un petit peu artistique des Boyd, et notamment par le fait de sauvegarder l'historique des positions. Donc ça, je vous montrerai ça tout à l'heure en fin de session. On verra comment on peut sauvegarder justement toutes les positions qu'a occupé le Boyd et les dessiner en fait. Donc vous allez voir, ça va créer des espèces d'objets assez élégants et assez voluptueux comme ça. Ok, donc ça, bon, pour l'instant, on va laisser la partie borders et on va maintenant, donner un comportement à notre Boyd.
Et un des premiers comportements qu'on va lui donner, ça va être de lui dire de rejoindre en fait une cible sur l'écran. D'accord? Donc on va lui dire, ben, voilà, tu as cette cible et j'aimerais que tu la rejoignes. Donc il faut penser que ça va être un petit peu comme un attracteur. Alors la différence qu'il y a avec l'attracteur, c'est que là justement tout le système de Boyd repose sur une notion qui est en fait ce qui est appelé dans le Nature of Code la desired velocity, c'est-à-dire en gros il va adapter sa vitesse de sorte à essayer de la faire pointer en fait vers la cible qu'il essaye de rejoindre. Et ça, il va y avoir une limitation qui va se faire au niveau de la vitesse. Donc nous, il me semble, alors je ne sais plus si on l'avait mis, cette limitation de vitesse, mais voilà, donc il y a des calculs qui vont se faire et il va y avoir une espèce d'adaptation de vitesse de sorte à ce que eh bien, le Boyd en fait vienne rejoindre de manière la plus smooth possible, le plus fluide possible, son point d'ancrage. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et pour faire ça, ben, en fait, on va lui appliquer une force. Voilà, donc on va appliquer une force à notre Boyd. Et cette force, ben, on va la calculer. Donc on va la calculer, alors comment? Donc je vais regarder ma référence de code pour ne pas vous dire de bêtises. Alors où est-ce que j'ai mis ça? Je vais peut-être prendre ça. Non, c'est pas ça, pardon. Je vais prendre ça et je vais regarder la fonction. Alors, donc je pense que c'est. Je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, on va essayer. Allez, on va essayer je vais essayer de le faire de tête, hein. J'irai voir si ça fonctionne pas après. Euh, donc, ce qu'on va faire d'abord, oui, avant toute chose, c'est qu'on va définir en fait une cible. Donc, la librairie Boyd, en fait, c'est une librairie qui fonctionne avec un type d'objet un petit peu particulier. Ce qu'on appelle des vecteurs. Donc des vecteurs, si je veux résumer ça rapidement, c'est un objet en fait qui a des propriétés X et Y, en gros, voilà, qui représente, si vous voulez, une flèche dans notre univers. Donc un petit peu ce qu'on avait fait avec les flow fields. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici créer un objet qui va s'appeler une variable qui va s'appeler target et qui va stocker justement un vecteur. Donc on va pouvoir accéder en principe à la valeur target.x et target.y, d'accord? Notamment pour la dessiner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici définir, ici, on va implémenter le mouse pressed. L'idée là, je vous indique, c'est en fait quand on va cliquer, on va définir la cible en fait que va rejoindre le Boyd. Okay. Mouse pressed, et c'est ici qu'on va assigner à notre variable le résultat donc de l'opération create ici vector. Donc create vector, c'est une fonction qui est définie dans P5.js et qui crée un vecteur, donc un objet qui a une propriété X et Y. D'accord? Donc ça permet, voilà, c'est pratique parce que ça permet de pas, voilà, on aurait pu écrire target X et target Y comme variable. Là, on laisse faire par P5.js et puis en plus, la librairie Boyd fonctionne avec ça. Donc, on va créer un vecteur, et bien pareil, les valeurs qu'on va passer pour X et pour Y, ça va être mouse X et mouse Y. D'accord? Donc ça veut dire que target.x va stocker la valeur de la position de la souris au moment où on clique, donc sur les dimensions X et dimensions X et Y. OK? Donc ça, on va le dessiner, on va le représenter. Donc on va se rendre ici dans notre boucle de dessin de draw. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si la cible existe. Donc vous voyez que quand on démarre le programme, on n'a pas forcément cliqué sur le canvas. Et donc il se peut que l'objet target n'existe pas, d'accord, qu'il ne soit pas défini. Donc ça, on va prévenir ce cas-là en indiquant que on veut que la target soit définie. Donc on va dire si target n'est pas
on va l'écrire comme ça. Tiens, on va l'écrire comme ça va fonctionner. Donc, on va dire si, en gros, ça veut dire si l'objet target est défini, eh bien alors on effectue des opérations. D'accord. Ça nous permet de revoir la structure de contrôle if. Alors, je teste pour voir si ça. Ah oui, pardon, c'est pas void, je me suis planté. Tiens, je me suis planté aussi tout à l'heure avec les L2, donc c'est function, pardon. Ici, c'est function mouse pressed. Void, c'est avec processing. J'ai bien fait de tester. Donc ça veut dire, voilà, si l'objet target est défini, or pour nous, il n'est défini que si on a appuyé sur la souris. Donc s'il est défini, on va commencer par peut-être tout simplement le dessiner. Donc on va utiliser des fonctions de dessin noStroke et fill donc 255.0.0. Ça veut dire que pas de couleur de contour et remplissage rouge. Donc on va dessiner un cercle. Cercle donc qui va être en XY la position évidemment de la cible, target.x, et target.y. D'accord. Et on va lui donner un diamètre de, je sais pas, de 5 pixels. Ce sera bien 5 pixels. Voilà. Donc ça, on va essayer ça déjà, pour être dans un bon contexte. Donc voilà, le Boid se déplace, je clique et vous voyez que ici, j'ai mon point rouge qui apparaît. Donc vous voyez que le point rouge ne se dessine que après qu'on ait cliqué une première fois, donc ce qui veut bien dire que l'objet target ici est bien défini. D'accord, existe bien. Ok. Donc maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est que ce Boid-là se dirige vers la cible qu'on a définie. Donc comment on va faire ça? En fait, on va utiliser une fonction. Alors pareil, on va lui indiquer qu'il se dirige vers la cible, que si la cible a été créée. Donc on va rester ici à l'intérieur de ce bloc if ici. Et on va lui dire ici, alors c'est là où je ne me souviens plus, je vais aller voir. Donc c'est la fonction, voilà, seek. Je ne me souvenais plus. Donc la fonction seek, en fait, ça permet, alors je vais l'écrire, void seek, et on va lui passer donc notre objet target. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire cette ligne-là? Donc j'utilise la méthode seek donc, sur notre objet void, et ça va nous calculer une force qui va être orientée donc, du void vers la cible, et ça va nous retourner donc un vecteur force, donc une flèche qui va être dirigée donc vers la cible. D'accord? Donc ça, ce résultat de calcul, eh bien, on va le stocker dans une variable. D'accord? On va le stocker dans une variable. Donc ça, cette variable-là, eh bien, on va la stocker ici en temporaire, donc à l'intérieur du if, parce qu'on va pas forcément s'en servir ailleurs que ici. Et donc, on va l'appeler, voilà, on va l'appeler comme ça. Je vais peut-être l'appeler fseek, donc pour force seek. Donc ça, je répète, seek, c'est une variable en fait qui va nous permettre de, seek, c'est une fonction qui permet de calculer en fait la force qu'il faut appliquer à ce void pour qu'il se dirige en fait vers la cible. Donc là, à ce moment-là, on a juste calculé la force et on n'a pas appliqué la force. Donc ça va se faire via une méthode qui s'appelle, je pense, applyForce. C'est applyForce. Une fois qu'on a calculé cette force, eh bien, on l'applique au void et on va faire applyForce. OK. Donc on va lui passer évidemment un paramètre à cette fonction, la force que l'on vient de calculer. Donc, vous voyez dans la démarche, c'est ça. On calcule cette force, on l'applique à notre void. Donc ça, il va l'accumuler quelque part
dans un objet. Et quand il va faire le update, en fait, eh bien, il va vraiment calculer les nouvelles vitesses et positions en fonction de ses forces, donc en fonction un petit peu sur le modèle qu'on avait vu des particules. Donc, bon, on va tester ça. Et donc, on va cliquer. Et quand vous cliquez, ben, vous voyez que votre Boyd, en fait, il, il vient se positionner ici sur votre cible. Donc là, vous pouvez changer. Donc là, vous voyez par rapport aux particules que l'on avait, il y a vraiment cette notion forte d'orientation que nous, on n'avait pas. On avait simplement un objet ponctuel avec une masse, une accélération, vitesse et position. Et puis, ben, en fait, voilà, on avait des attracteurs repousseurs. Et puis, les particules, en fait, venaient autour de l'attracteur ou étaient repoussées, mais il n'y avait pas cette notion d'orientation. Donc là, avec le Boyd, la notion d'orientation est très très importante et elle est présente par le biais de la vitesse. Enfin, je vous dis ça avec la particule, mais en réalité, on l'avait aussi avec la vitesse. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est le premier comportement de Boyd, il vient rejoindre une cible. Alors, on va pouvoir aussi lui appliquer une force ou alors calculer une force. Alors pareil, je vais aller voir la référence. J'ai fait ça hier, mais j'ai tout oublié. Ouais. On va pouvoir lui appliquer un même type de force. Donc c'est un petit peu le même calcul, sauf que on va lui indiquer que lorsqu'il arrive à proximité du point, en fait, il va commencer à freiner. Donc l'idée, c'est de lui dire, cette cible, en fait, c'est ton point d'arrêt. Donc là, vous voyez qu'en fait, il oscille euh, un petit peu indéfiniment, parce que voilà, il va être attiré, puis quand il va dépasser, hop, il va freiner et revenir, et ainsi de suite. Et il n'y a absolument rien qui le freine dans sa course. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va lui indiquer que on veut qu'en fait ce point-là soit son point de voilà sa station d'arrêt. Donc ça, c'est plutôt que d'utiliser la fonction seek, on va utiliser la fonction arrive. D'accord? Donc ça va être simplement calculer en fait la même force, sauf qu'il va y avoir ici, voilà, cette notion de stop. Donc là, vous voyez, hop, il a été vite et puis il est revenu. Donc là, il y a une espèce de force qui s'applique, qui est une force en fait qui va s'opposer dans un certain rayon à la vitesse. Alors on va essayer de symboliser ça. Et on va se rajouter ici une deuxième variable en fait qui va symboliser justement cette zone de freinage. D'accord? Donc on va l'appeler, j'en sais rien, target diamètre, par exemple. Target diamètre. Target diamètre. Ouais. Donc ça, c'est une variable en fait qui va représenter cette zone de freinage. Donc vous allez voir, c'est une valeur qu'on peut passer à la fonction arrive ici. On lui passe non seulement la cible, mais aussi l'étendue de la zone en fait d'arrivée. Alors je vais aller voir, je me souviens plus si c'est le diamètre, non, c'est le rayon en fait, pardon. Donc on va l'appeler target radius. Ce sera plus juste. Target radius. Donc là, vous voyez, elle est complètement stoppée. Donc sa vitesse est nulle. Donc sa position est fixe. Et donc là, pour le faire bouger, soit on redéfinit une target, ou soit on pourrait lui appliquer une force. Donc target radius, on va le passer ici, on va le définir. Bon, on peut le définir ici, par exemple, je sais pas, à 10. Combien on pourrait le définir? Par défaut, j'ai dû mettre 25. On va le définir, aller à 50. Ici, donc on donne une valeur par défaut. Et ici, on va, autour donc de la cible, on va dessiner un autre cercle, mais cette fois-ci qui est en stroke 255,00, qui va être ici en fil au fil. C'est pour dessiner la zone. Je dessine un cercle qui n'a pas de
qui n'a pas de, comment dire, de contenu, pas de remplissage, pardon. Donc, OK, on y va. Je vais dessiner le cercle, circle. Donc, ben, pareil, il est à la même position, target.x, target.y. Et par contre, là, je vais utiliser donc évidemment ma variable. Donc, ça va être 2 multiplié par target radius, hein, puisque là, on va passer le diamètre. Excuse-moi. Oui, Moi, il m'a dit que justement dans cette ligne-là, target.x, il m'a dit que il peut pas lire x parce que c'est pas défini. ah, alors est-ce que tu as bien rajouté ici, alors j'ai essayé de, est-ce que tu as bien rajouté ça ici, dans le mouse pressed? Oui, oui, oui. Oui, et est-ce que tu as bien défini ça ici? Oui, pareil. Ah, alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, est-ce que tu peux m'envoyer ton sketch pour que Hmm, tu me copies l'adresse dans le chat et puis je vais regarder ce qui se passe. voilà, il est là. Ok, je regarde ce qui se passe, c'est rapide. Alors, donc target, ça c'est bon. Target, target.x, oui, target. Ah, voilà. C'est parce que tu as mis un point virgule là, en fait, à la fin du if. Et donc, Ah, voilà. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que cette ligne, en fait, bah, elle contrôle pas du tout le bloc de code. Et donc, au premier coup, bah, il essaye de faire ce dessin-là. Et bah, comme l'objet target n'est pas défini, bah, voilà, il te dit que tu as une erreur. Là, ça devrait fonctionner, je pense. oui, ça fonctionne. Ouais, ça Merci. fonctionne? Voilà. Voilà, donc vous voyez, on symbolise en fait la zone où va commencer à freiner ici notre void. Donc ça, ce target radius, on le dessine, mais on va le passer en fait à void arrive. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième paramètre qu'on peut passer à notre fonction arrive. Donc on va lui passer. Et là, on devrait effectivement voir. Voilà. Donc là, il freine beaucoup plus. Vous voyez, hop, il va freiner beaucoup plus tôt. Donc on peut essayer les valeurs. On va essayer 100. Donc là, du coup, il va être complètement. Voilà. Donc là, il freine rapidement. Dès qu'il entre dans le cercle, hop, il freine. Il commence à freiner. D'accord? Donc ça, cette fonction, voilà, elle peut prendre un seul paramètre target. Et si vous lui passez pas justement cette valeur de target radius, alors par défaut, je crois que je l'avais positionné à 25 pixels en fait. Donc ça fait partie des fonctions voilà, qui n'existaient pas dans la version P5JS de, j'ai trouvé sur le Nature of Code. Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez essayer. Donc on peut essayer aussi des petites valeurs. Par exemple, si j'essaye 10, du coup, je pense qu'il va avoir un petit peu de mal à freiner. Il va avoir un petit peu le même comportement que SIC, mais avec une oscillation qui commence à s'affaiblir. D'accord? Alors, je vais vous montrer aussi, donc, quand il calcule la force, en fait, il fait une opération, ce qu'on appelle une opération de normalisation. C'est une opération, en fait, qui permet d'avoir, comment dire, bon, c'est un petit peu technique, mais une norme sur les vecteurs qui est de 1. Donc, quand on calcule la force, on va pouvoir indiquer, en fait, on va pouvoir avoir un facteur multiplicateur. D'accord? C'est-à-dire que, grosso modo, ici, une fois qu'on a calculé la force, on va pouvoir lui dire, ben, cette force-là, j'aimerais que tu lui appliques, mais avec 2 fois plus d'intensité, ou avec 50% moins d'intensité. Donc ça, ici, vous allez voir, on va se créer un petit contrôle aussi. Ça va nous permettre de revoir cette notion de contrôle. Alors, ici, je vais quitter ça. Et donc ici, sur la force, avant de lui appliquer, vous pouvez faire ici, par exemple, F SIC. Et donc ici, sur cette ligne-là, vous faites F SIC et vous pouvez écrire quelque chose comme ça. Donc F SIC, pardon, multiplié par 2, par exemple.
Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en fait, il va multiplier la force l'intensité de la force qu'il a calculée, il va la multiplier par 2 en fait. Donc imaginez, vous avez votre Boyd, voilà, vous lui dites, ben va là, il va être rappelé avec une force 2 fois plus intense que si vous n'aviez pas multiplié. Donc il va avoir tendance à y aller beaucoup plus violemment. Donc on va tester ça. Voilà, donc, je ne sais pas si si ça se voit des masses. On peut essayer dans l'autre sens, on peut essayer 0,1. Donc là, il va pas du tout avoir tendance à vouloir y aller. Voilà. Donc là, vous voyez voilà. Si j'ai multiplié par 0,1, donc ça veut dire que je prends 10% de la force qui a été calculée. Donc là, vous voyez qu'il va pas du tout, en fait, il va pas du tout en ligne droite, en fait. Donc, il a une force qu'il appelle, mais bon, voilà, il y va tout doucement, d'accord? Voilà, hop, là, il y passe à côté. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la force, finalement, influe très peu sur l'accélération de notre Boyd, qui elle-même donc influe de manière minime sur la vitesse. Donc la vitesse ne va pas avoir tendance à changer beaucoup, et la position donc va pas avoir va changer. Donc il va y avoir quand même cette notion de direction, mais cette notion d'intensité va pas être va pas voilà, va pas le rappeler avec une force incroyable, d'accord. Donc ça, allez, pour l'exemple, on va se créer un contrôleur, un slider, ce qu'on avait fait, il me semble, la semaine dernière. Donc ça, c'est intéressant pour voir justement l'effet un petit peu de cette multiplication. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un slider ici. Donc, toujours pareil, on va le représenter par une variable, slider. On va l'appeler slider seek. Et le slider, eh bien, on va le créer ici dans le setup. En fait, on va écrire donc slider seek égale create slider. Et donc, on va lui passer ici, c'est une fonction donc, qui va prendre dans son écriture la plus simple 3 paramètres, la valeur minimum, la valeur maximum, la valeur par défaut. Donc, par exemple, là, la valeur minimum du multiplicateur, on va dire que ça va être par exemple 0,1. La valeur maximum, on va aller jusqu'à 3, pourquoi pas, ou 4, j'en sais rien. La valeur par défaut, on va la laisser à 1. Et quatrième paramètre, on va lui passer le pas. D'accord. Donc, quand on manipule le slider, eh bien, les valeurs vont être crantées de ce pas. Donc, on y va. On va dire donc 0,1. Valeur maximale, on va lui dire, allez, j'ai dit jusqu'à 4. Valeur par défaut, 1,0. Et le pas, peut-être on va y aller, tiens, de 0,2 en 0,2. D'accord. Donc, je vous rappelle, hein, c'est l'écriture, c'est create slider, valeur min, valeur max, valeur défaut par défaut et le pas. Donc on va tester ça et vous voyez qu'on a un slider ici qui apparaît. Donc à l'extrémité gauche, la valeur ce sera 0,1 et à l'extrémité droite, la valeur qu'on va récupérer, ce sera donc 4. Et donc quand on lance le sketch, vous voyez que la valeur par défaut, c'est 1,0. Donc, on est plus proche, effectivement, de la gauche que de la droite. OK, donc comment on récupère cette valeur? Cette valeur, ici, on va la récupérer à la place de 0,1. Ici, on va récupérer en fait la valeur qui nous est donnée directement par le slider. Ça, on l'écrit slider, donc seek, et on appelle la méthode value sur cet objet. Donc ça va lire directement la valeur qui est voilà, ici. Donc là, on va pouvoir paramétrer. Alors, j'ai eu ce problème hier soir, c'est-à-dire que quand on clique là-dessus, en fait, il positionne la target en fait par ici, ce qui est un comportement un peu curieux. Donc, j'ai trouvé en fait une petite astuce. Bon, je pense qu'il y a une manière plus propre de faire ça, mais j'ai trouvé une astuce. Donc, on va juste dire, on
Alors, c'était quoi l'astuce? Oui. On va, voilà, on va dire qu'on définit la target. Non, attends, c'était qu'est-ce que j'avais fait hier? Je me souviens plus. Ça, ouais, j'avais dit. En gros, je disais que si voilà, si la position de la souris. Ah oui, c'est ici. Oui, voilà, c'est ici. J'avais écrit, voilà, on écrit ça. On va dire que si mouse Y est inférieur à la hauteur, alors on crée la target. Donc ça, grosso modo, ça veut dire bah, si la souris est présente sur le canvas, on crée la target. Donc ça limite ce bug-là voilà, d'ici. D'accord? Voilà. Donc là, on peut faire des manipulations comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une force ici qui est pas énorme. Voilà, donc le Boyd va rechigner un peu à y aller. Et par contre, là, voilà, si je lui dis 4, hop, il va freiner. Et puis là, vous voyez, donc il n'y a pas une espèce de petit bug, c'est-à-dire que en fait, il va osciller autour de la cible. D'accord? Donc si je remets à 0,1, vous voyez que pour le faire démarrer, bah, la force est très faible. Et donc il a du mal à se mettre en mouvement. D'accord? Voilà, donc petit exemple. Alors là, bon, l'exemple n'est pas forcément très flag. Donc je répète pour créer le slider. Donc vous créez une variable qui s'appelle slider seek. À l'intérieur du setup, donc vous créez ici cet objet. Donc on assigne à la variable slider seek le résultat de l'opération create slider. Donc il prend 4 paramètres. Donc la valeur minimale, 0,1, valeur maximale, donc nous on a mis 4, bon, ce qui est peut-être un peu fort, tiens, peut-être mettre 2. La valeur par défaut, donc qui est 1, donc celle, voilà, donc là le multiplier par 1, ça n'a aucun effet, et le pas, donc là on se déplace de 0,1, 0,3, 0,5, etc. Et une fois qu'on a fait ça, dans notre code, eh bien, on peut récupérer la valeur qui est associée à ce slider par cette écriture, donc sliderseek.value. D'accord? Ça permet comme ça de venir lire la valeur. Donc, petite astuce là, ici, cette ligne peut paraître un petit peu incongrue et c'est voilà, pour limiter le clic, c'est-à-dire on ne crée la cible que si la position de la souris est inférieure à la hauteur de mon canvas. D'accord? Donc ça, c'est pour éviter le petit bug qui est lié à la manipulation du slider. OK? Bon, c'est pas mal. Donc voilà pour cette introduction au comportement de Boyd. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais me remettre peut-être comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va gérer eh bien, un ensemble de Boyd. D'accord? Donc peut-être pour cela, je pense qu'on va on va repartir sur un sketch, un nouveau sketch. J'allais dire, on va adapter celui-ci, mais je pense que ça va être, voilà, ça va être peut-être, il y aura trop de confusion parce on va rajouter une boucle et des choses comme ça, donc un tableau. Donc on va laisser celui-là. Donc ça, c'est vraiment le comportement, j'allais dire un petit peu solitaire du Boyd. Il n'a pas d'amis, il est tout seul dans son canvas. Et donc maintenant, on va lui rajouter donc des compagnons. Et ce Boyd va être capable donc d'adapter un petit peu son comportement en fonction des compagnons. Donc, vous allez voir, ça va créer des comportements de groupe assez intéressants. Et justement, on va resimuler un petit peu ce qu'on a vu quelque part tout à l'heure sur les images d'oiseaux ou de poissons ou de têtards, comme ça. OK? Donc, on va repartir. Ben, vous pouvez redupliquer le sketch template qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vais repartir ici sur le GitHub. Hop, je vais cliquer là. Alors, je vais peut-être cliquer voilà, ici. Je vais le dupliquer
et je vais en faire une copie, puis je vais le renommer Boyds. Je sais pas. Il y a un terme en fait, un terme technique qui est flock. Donc flock, ça veut dire un groupe d'agents autonomes. Voilà, flocking. Tiens, on va mettre. Flocking. Ok, donc je reviens dans le sketch JS et donc ce qu'on va faire là, plutôt que de gérer en fait un seul Boyd, en fait on va gérer un ensemble de Boyd et pour cela on va gérer un tableau en fait, on va créer un tableau. Donc, plutôt que d'avoir une variable qui correspond à un seul Boyd, on va se créer une variable donc qui correspond à plusieurs Boyds. Donc là, je vais l'appeler Boyds, attention avec un S, pour indiquer que eh bien, il y a plusieurs Boyds. On va gérer plusieurs Boyds. D'accord ? Donc ce tableau-là, eh bien, je le crée ici, ou en tout cas je le déclare ici par cette écriture, hein, donc avec les doubles crochets. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire hein, si vous vous souvenez, ça veut dire qu'on associe à la variable Boyds un tableau. Et donc ce tableau-là, ben, il va stocker en fait une liste d'objets. Et ces objets-là, ils vont être indexés par un numéro qui va de 0 jusqu'à la taille -1 du tableau. Donc, par exemple, si on a 25 Boyds, eh bien, on aura des Boyds qui seront indexés, des objets Boyds qui seront indexés de 0 jusqu'à 24. D'accord ? Classique. Ok, bon, ben, on est dans le setup. On va se faire une variable qui va nous stocker le nombre de Boyds que l'on souhaite manipuler. On va y aller mollo au début. Donc, vous allez voir, si on rajoute des Boyds, en fait, ça a tendance à s'alourdir un peu. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, on va partir avec 20, allez, même 30 c'est bien. 30 Boyds. Et une fois qu'on est dans le setup, de manière très classique, eh bien, on va gérer une boucle qui va donc aller de 0 jusqu'à NB. Et à l'intérieur de cette boucle, eh bien, on va créer un Boyd. Et ce Boyd, on va l'insérer dans la structure de tableau. D'accord ? Donc, on va faire ça. Donc, de manière très classique, on va avoir une boucle for avec un index donc, qui démarre à 0 et qui est inférieur. Donc, on exécute la boucle tant que i est strictement inférieur à NB. Donc, on va arriver ici pour nous à 29 pour le dernier index. Et on y va par pas de 1. N'oublie pas les accolades. Donc ça, c'est pas mal. Donc une fois qu'on est là, eh bien, on va créer un Boyd. Donc là, pareil, on se crée une variable temporaire qui n'existe qu'à l'intérieur de cette boucle, qu'on va appeler B. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on construit un objet à partir de notre définition d'objet, donc de notre classe. Et on va le construire ici en lui passant, comme tout à l'heure, on va les faire démarrer du centre de l'écran. On va dire width divisé par 2 et height divisé par 2. Donc gardez l'autre sketch ouvert parce qu'on va aller, on va reprendre les blocs de code qui correspondent à tout ce qui est création de cibles, de la target en fait. Ok, bon, mais ça c'est pas mal. Donc on a créé nos Boyds. Donc on va procéder comme tout à l'heure. On veut d'abord bien les dessiner. Donc, je vais reprendre quand on manipule comme ça des objets et qu'on a une boucle en fait qui a permis de créer ces objets. En général, ça va être la même boucle, en tout cas la même écriture qui va nous permettre de gérer l'affichage et la mise à jour. Donc ici, hop, eh bien, on a une boucle qui va nous permettre de parcourir donc la liste de ces objets. Et pour chaque objet, eh bien, on va mettre à jour le Boyd et le dessiner. Donc ça va prendre cette forme-là. On va écrire Boyds crochet i render. Donc ça, on peut déjà tester ça pour voir si ça fonctionne. Et donc, je vous rappelle, pour accéder à l'objet numéro i de notre liste d'objets, eh bien, on écrit la variable crochet le numéro, d'accord? Donc l'index. Ici, c'est crochet i.render.
Donc là, normalement, ce qu'on devrait avoir, c'est simplement une myriade de petits triangles qui est au centre de l'écran. Alors, j'ai vu une erreur passer. Render of undefined. Pourquoi? Ah oui, pardon. Alors, on a oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose à l'intérieur ici de la création. Donc là, on a créé l'objet Boyd, mais il faut qu'on le rajoute dans notre liste. Donc ça, c'est une opération que j'ai oubliée dans le setup. Et ça, ben, on le fait en utilisant donc sur la méthode push sur les tableaux. Donc ça, hein, c'est une fonction qui permet de prendre notre liste et de rajouter un objet à la fin de cette liste. D'accord? Voilà. Donc là, il râlait parce que il me disait que ben, très certainement, quand il a essayé de dessiner le premier Boyd, ben, en fait, il ne l'avait pas stocké dans sa liste. Donc c'était tout à fait normal. Voilà. Donc on arrive ici, ben, vous voyez, on a tout un tas de mini-triangles qui correspondent donc à nos 30 boards. Voilà. Donc on a cette structure-là qui est bien de création d'une liste, création des objets et gestion des objets. Bon, ben, on va faire comme tout à l'heure. On va ici le mettre à jour. Mettre à jour le Boyd numéro I, c'est appeler sa méthode update. Donc là, on devrait avoir, comme ils ont des directions aléatoires au début, ben, en fait, ils devraient tous partir un peu exploser comme ça, comme un feu d'artifice, avec vous voyez, avec des vitesses, en tout cas voilà, une vélocité qui est différente pour chacun d'eux. Ok. Donc, comme tout à l'heure, ben, ils se sont un peu échappés. Donc, on va appeler la fonction. Une fois qu'on a appelé la fonction update, donc c'est-à-dire mise à jour des vitesses, etc., on va appeler la fonction borders. D'accord? Donc ça va permettre de les rappeler, enfin pas de les rappeler, mais ça va leur permettre de se téléporter, de revenir et d'être cantonnés à l'intérieur de notre canvas. Voilà. Donc on se rapproche de ce qu'on avait fait avec les particules, hein, déjà. Donc là, voilà où ça va devenir intéressant, eh bien, c'est qu'on va rajouter ces comportements de Boyd. Alors, ce que je vais vous demander de faire, ça va être d'importer le code qui correspond. On va pouvoir peut-être le retaper, peut-être. Je sais pas. Voilà. Ouais, je sais pas. Soit vous pouvez le réimporter. Bon, je vais le retaper, mais grosso modo, on va réimporter le code qu'on a produit tout à l'heure pour la cible. Donc, on va déclarer ici la target. Donc, ça, vous pouvez l'importer depuis votre sketch précédent. Cette target-là, on l'a créée sur l'événement mouse pressed. Voilà, donc je réimplémente. Donc là, je le retape, hein, mais vous pouvez vraiment importer la fonction qu'on a définie tout à l'heure, hein, le mouse pressed. Et donc, on va dire ce que j'avais dit tout à l'heure, si on est... alors ça, c'était ce bruit. Je le remets, mais ça permettait voilà, de manipuler les contrôles sans difficulté. Donc ici, je vais créer la target à la position, donc create vector, donc à la position mouse X ou Y. Donc ça, vous pouvez vraiment le copier-coller du sketch précédent. On va refaire la même chose, sauf que là, on va définir une cible pour un groupe de boys et non plus pour un boys simple. Voilà, donc une fois qu'on a ça, ben en fait, on veut le dessiner. Alors c'est là où c'est peut-être un peu différent, c'est parce que tout à l'heure dans le bloc if target, on avait, euh, on avait calculé la force pour un seul Boyd. Or là, il va falloir qu'on adapte notre code pour l'ensemble de Boyd, donc pour le tableau de Boyd. Donc au lieu de faire un arrive pour un seul Boyd, ben, il va falloir faire une boucle pour l'ensemble des Boyd. Bon, on va le réécrire ici. Donc on va dire
if target, donc si la target a été définie, donc si la cible a été définie, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va la dessiner. Donc, on reprend, là, vous pouvez pareil recopier le bloc de code qui correspond. Tiens, d'ailleurs, je vais rajouter aussi la fonction, enfin, en tout cas, la variable target radius. Elle est positionnée donc à, je ne sais plus combien tout à l'heure, à 50, je pense. OK. Et on va dire, ben là, alors je le réécris pour vous laisser le temps peut-être de copier-coller, mais bon, ben on y va, on va dire no stroke, donc fil 255.00. Je dessine le cercle. Donc cercle qui est positionné en target.x, target.y, et donc je vais lui donner une taille de 5 pixels. Là, je vais essayer ça, voir voilà, si ça fonctionne. Voilà, impeccable, ça fonctionne comme tout à l'heure. Donc là, je vais dessiner maintenant cette espèce de zone d'influence en fait, qui représente en fait le comportement, ou en tout cas la zone dans laquelle les boids vont freiner si on décide de calculer la force qui calcule la force, donc arrive. Donc là, on va se mettre en stroke, donc 255.00, c'est-à-dire un petit peu l'inverse de nos fils. Et je vais dessiner donc le cercle qui est positionné en target X, target Y, et donc 2 fois. Donc ça, c'est vraiment ça, vous pouvez vraiment le copier-coller, target radius. Donc ça, ok, ça refonctionne bien. Donc ça, c'est exactement le code du sketch précédent pour dessiner cet élément donc, qui représente la cible avec sa zone de freinage. Donc zone de freinage, si on utilise le calcul de force avec la fonction arrive sur un boid. Donc cette zone-là n'est pas considérée si on utilise simplement la fonction seek. Ok, on a tout en place. Donc maintenant, on va indiquer à nos boids, là, plutôt que de naviguer comme ça de manière complètement erratique et en ligne droite, ben, on va leur dire de rejoindre notre zone, ou en tout cas notre cible. Donc ça va se faire toujours pareil, par le calcul de force pour chaque boid. Donc vous pouvez copier-coller, donc attention, vous pouvez faire comme moi, copier-coller ici le for, ici, et donc immédiatement mettre des accolades. Voilà. Donc, prenez juste le bloc for et vous mettez des accolades. Voilà, comme ça, on va se positionner à l'intérieur ici. Donc on va traiter chaque boid, et pour chaque boid, eh bien, on va calculer la force qu'il va falloir appliquer pour le rappeler vers la cible. Donc on va utiliser dans un premier temps la méthode plutôt seek que la méthode arrive. Et donc, eh bien, on y va. On va calculer. Donc, on va se créer, comme tout à l'heure, une variable temporaire qui va stocker le résultat du calcul de la force. Donc, je vais l'appeler, comme tout à l'heure, let fseek. Donc, vous voyez là, la petite différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, on est vraiment à l'intérieur de la boucle, d'une boucle qui traite tous les boids. Tout à l'heure, on avait juste une variable. Donc, on va dire let fseek égale, eh bien, donc pour le boids numéro i, on va lui indiquer qu'on veut le calcul, donc seek la cible. D'accord? Cette fonction-là calcule pour le boid numéro i la force qu'il faut appliquer pour rejoindre la target. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on va lui appliquer. Et donc lui appliquer, c'est appeler sur notre boids numéro i la méthode apply force et en lui passant le résultat de la force. Donc là, je ne remets pas, on pourra le remettre tout à l'heure, mais le slider, justement, qui correspond en fait à la modulation de l'intensité de cette force. Bon, pour l'instant, on va juste faire ça, puis on va explorer aussi les autres comportements de groupe.
on rajoutera un petit peu d'interface en deuxième mouture, enfin deuxième. Donc ok, ben là on devrait avoir maintenant des boids. Voilà, si je clique, qui vont, voilà, ben, un petit peu ce qu'on avait fait avec les particules. Donc là, il y a rien de vraiment de différent. Et vous allez voir que ça devient vraiment intéressant quand on rajoute les comportements de groupe. En fait, c'est là où ça va vraiment être chouette. Donc là, vous voyez que les boys, ben, ils ont tendance un petit peu à s'aligner, puisque tous, ils ont un petit peu les mêmes caractéristiques. Ben, une fois qu'ils sont, voilà, qu'ils ils se dirigent tous avec la même, enfin, avec la même direction vers la force. Donc, si pour peu qu'ils soient un petit peu dans la même zone, ben, ils vont être un petit peu à la queue leu comme ça. Donc là où ça va être intéressant maintenant, c'est qu'on va leur rajouter un comportement de groupe. Donc, qui dit comportement de groupe, enfin, qui dit leur rajouter un comportement, va leur dire calculer une force. En fait, alors, je vais. Voilà, une force qui va être ce qu'on appelle une force de séparation. Alors, c'est quoi la force de séparation? Ben là, vous voyez que les boids, en fait, en fait, ils sont les uns un petit peu par-dessus les autres et ils se préoccupent pas, voilà, ils n'ont pas l'information de où sont les autres boids. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour un boid numéro i, on va calculer une force en fait qui va faire en sorte de trouver une force qui s'éloigne de tous les boids environnants. Donc imaginez-vous un petit peu rue Sainte-Catherine, vous la descendez un samedi après-midi. En fait, vous allez vous orienter de sorte à essayer d'éviter tout le monde, en fait. D'accord? Donc, vous allez naviguer comme ça, et pour naviguer, ben, en fait, vous allez vous orienter. Donc, quelque part, imprimer une force motrice qui va vous orienter. Et peut-être, si quelqu'un arrive très vite, eh bien, essayer d'accélérer sur le côté ou de l'éviter. Ben, en fait, avec les boids, ça va être un petit peu pareil. On va leur indiquer qu'on veut qu'ils appliquent une force de sorte à essayer au maximum d'éviter les autres. Alors, ça ne va pas empêcher les collisions, vous allez voir, et notamment quand ils vont commencer à accélérer et puis arriver sur la cible. Mais en tout cas, ils vont faire leur maximum pour essayer d'entrer en collision avec les voisins. Et rien que de faire ça, donc vous allez voir, ça va créer une espèce de comportement en fait qui va faire qu'ils vont rester à une certaine distance. Donc distance qu'on pourra d'ailleurs paramétrer. Donc on se mettra une petite variable qu'on pourra piloter par un slider. Mais on va faire ça. On va faire ça. On va se créer cette variable. Enfin, en tout cas, on va appliquer cette force. Alors, comment appliquer cette force? Bah, ça va être exactement le même modèle qu'ici. On va donc calculer une force qu'on va appeler une force donc, de séparation. Alors, je vais l'appeler F séparation. Et pareil, donc on calcule ça pour le Boyd numéro I. Et cette force-là, elle s'appelle, donc la méthode, c'est separate. Je vérifie que c'est bien cette méthode. Ouais, c'est ça, c'est separate. Donc separate. Et alors, qu'est-ce qu'on va lui passer comme paramètre? Donc c'est là où c'est un petit peu intéressant. C'est qu'on va lui passer en fait le groupe de boids auquel il appartient. Donc on va passer la variable boids. D'accord? Donc on ne lui passe pas boids crochet i, mais on lui passe boids. Donc boids, ça représente le tableau qui intègre le boids numéro i. Donc à l'intérieur évidemment de cette fonction separate, il va calculer les forces pour éviter les autres boids, pas pour s'éviter lui-même. Et donc, une fois qu'on a calculé cette force, eh bien, on va l'appliquer. D'accord? Donc, on va, de la même manière, je peux copier-coller cette ligne et au lieu de lui appliquer la force F-SIC, je lui applique la force F séparation. Donc, tout simplement. Donc, vous allez voir, c'est assez intéressant le comportement qui va émerger. Voilà. Donc là, on va les faire revenir par là. Alors,
pas forcément évident. Et vous voyez que là, en fait, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être multiplier la force de SIC. Donc là, ils essayent de s'éviter. Donc vous voyez que là, on sent, hein, donc ils essayent d'aller tous à la fois vers la cible, mais à la fois, ils essayent en fait de s'éviter. Donc vous voyez qu'il y en a qui vont un petit peu vers la périphérie, et puis bon, ben, il essaye quand même d'aller vers la cible. Donc ça, cette méthode-là n'évite pas les collisions. Donc, on va essayer peut-être de moduler ici cette force-là, Fsic. On va la moduler, comme tout à l'heure, par une valeur. Donc, on va appliquer mult par 0,4. Donc, ce qui devrait nous permettre de voir peut-être mieux apparaître ce comportement de groupe. On peut rajouter aussi des voids aussi, je pense. Là, vous voyez, là, il s'aligne. En tout cas, il se coordonne de sorte à, on n'a plus cet effet, comme tout à l'heure, de mise un petit peu à la queue leu. Ouais, donc là, ils essayent vraiment de s'éviter. Donc on va peut-être en rajouter, tiens. Peut-être on va mettre 50. Et voilà. Peut-être ce qu'on va faire aussi, pour être plus à l'aise, on va, pour leur donner un petit peu plus d'espace, on va grandir la taille peut-être aussi du canvas. Donc ça leur laissera peut-être le temps de, voilà, de s'organiser. Donc là, on voit mieux le comportement là. Là, on le voit bien, là, le comportement donc de séparation. Vous voyez où ils essayent vraiment, si vous en suivez un, vous essayez de le regarder. En fait, il va essayer de, vous le voyez freiner et essayer de pas, voilà, de pas rejoindre, enfin de pas entrer en collision. Donc là, on le voit plutôt bien là, le comportement. Alors, ce qu'on va faire là, c'est un petit peu pénible en fait, le fait de devoir cliquer. Moi, ce que j'avais fait hier soir, c'est que, à un moment, j'en avais marre de cliquer et ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti, en fait, donc cette ligne-là qui était dans le mouse pressed et je l'ai mis ici dans le draw. Donc qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va faire qu'il va créer une cible qui va, suivre la position de la souris. D'accord? Donc ça, vous pouvez ici prendre, cette ligne-là et la rajouter directement ici dans le background. D'accord? Donc là, j'ai pris la ligne qui était dans le mouse pressed ici et je l'ai rajoutée ici. Donc ça va avoir pour effet ça de faire en sorte, voilà, que notre cible existe tout le temps. Donc là, ça permet peut-être d'avoir ce comportement-là de séparation qui est beaucoup plus visible. Là, on le voit bien. Alors, vous pouvez essayer. Donc, alors l'opération, je vous parlais tout à l'heure d'une opération qui est assez lourde. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour chaque void, il va être obligé de regarder en fait tous les voids environnants. Donc, si par exemple on en a 50, eh bien, pour un void, il va regarder tous les autres, les 49 autres voids, décider de ceux qui sont plus ou moins près, et en fonction de ça, calculer une force qui permet d'éviter tous les voids qui sont pas très loin. Donc là, ça fonctionne plutôt bien. Là. On voit qu'ils essaient, ça galère un petit peu là. On dirait, on se croirait sur un microscope là. Et donc, c'est une opération qui est assez lourde et dès qu'on commence à rajouter des voids, voilà, ça devient relativement lourd. Voilà, donc là, j'en ai mis 100. Donc, je pense que ça peut tenir 100.
Donc là, on voit bien on voit bien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer, pareil, la distance de séparation. Donc, c'est-à-dire que là, par défaut, il va essayer pour chaque Boyd de maintenir une distance minimale par rapport à chaque Boyd. Donc, par défaut, je crois que je l'ai mis à 10 pixels ou 15 pixels. Et ça, c'est un paramètre qu'on va pouvoir passer ici à cette fonction separate. Donc, on va mettre des choses un petit peu absurdes. On va essayer de passer, par exemple, 50. Là, il va essayer de, voilà, de maintenir les Boyd à des distances voilà, de 50 pixels. Donc, vous voyez, ils sont beaucoup plus espacés ici. Donc là, ils se tiennent vraiment à distance. Donc, je vais remettre peut-être quelque chose de plus petit pour voir. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir émerger en fait les comportements de groupe sans avoir ici cette target. Donc ça, on peut ici mettre en commentaire ici ce apply force là. Et vous allez voir, alors normalement, ben, quand les Boyd en fait, voilà, ils vont essayer de voilà, de s'éviter. Donc là, si vous en suivez un, ben, vous allez voir, il a une. Donc on va suivre celui-là. Tiens, ça va me servir de. Donc, hop, vous voyez, donc là, ils essayent de s'éviter. Donc là, on est vraiment dans une espèce d'univers un peu micro-organique où chaque Boyd va avoir conscience, entre guillemets, euh, des autres agents qui l'entourent. Donc c'est vraiment le autonome, en fait, il vient de là, dans ce sens où ben, en fait, chaque Boyd va essayer d'éviter les autres Boyd environnants. Alors, on va pouvoir rajouter des comportements de groupe, et notamment un comportement de groupe, on va rajouter le comportement d'alignement. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le comportement d'alignement? Ben, en fait, un Boyd qui va rencontrer donc d'autres Boyd, ben, en fait, il va essayer non seulement de l'éviter par le fait de ce calcul de fonction separate, mais il va essayer en fait un petit peu donc de faire copain-copain, c'est-à-dire en gros, eh bien d'aller dans la même direction que lui. Voilà. Donc il va essayer non pas de l'éviter puis de repartir dans une direction complètement opposée, mais il va essayer ben, en fait de s'aligner avec lui et peut-être d'aller dans la même direction. Donc on va rajouter cette force-là, qui s'appelle donc la force d'alignement, ici. Alors on va, bah, pareil, on va l'appeler F aligne, F aligne. Allez. Et donc sur le Boyd numéro I, on va calculer la force donc qui s'appelle align. Et on va lui passer, donc pareil, l'ensemble des autres Boyds. Et donc, pareil, on va appliquer la force ici. Donc F aligne. D'accord? Donc là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, il s'évite, mais en même temps, ils essayent quand même ben voilà, de prendre une direction. Hein. Donc, je sais pas si vous avez bien vu, mais donc, ce qui crée une espèce de mouvement un petit peu global, en fait, qui fait que dès que un Boyd en rencontre un autre, hop, il essaie de se mettre dans la même direction et d'essayer de l'éviter. Donc, hop. Donc, c'est pas mal si vous le relancez. Vous allez voir cette espèce de mouvement un peu voilà, de cohésion, enfin d'alignement, pardon. Et vous voyez que là, on crée ben, des mouvements assez naturels. Donc là, vous voyez qu'une fois qu'ils sont dans cette position un petit peu, ben OK, on est tous dans la même direction, OK, on est tous à distance, ben ça bouge plus trop. Donc là, on va leur rajouter un troisième comportement qui s'appelle la cohésion.
Et la cohésion va faire en sorte que, au milieu d'un groupe de boys qui s'est réuni, ben, on va essayer de les faire se regrouper et aller, comment dire, dans une, voilà, dans une, ou d'aller vers le centre en fait du groupe. Donc, imaginez des boys qui arrivent, ils se remettent dans la même direction et en même temps, ils vont essayer d'aller vers, de rester groupés en étant au centre. Donc, ce qui va ajouter encore des forces qui vont leur permettre de naviguer, d'avoir des mouvements encore plus naturels. Donc ça, c'est une force qu'on va rajouter qui s'appelle la force de cohésion. On va l'appeler F cohésion pour le Boyd numéro I. On va l'appeler cohésion. Pareil, donc ça, c'est un comportement de groupe, donc le calcul de la force va dépendre des Boyds environnants. Et on va appliquer donc cette force ici sur le Boyds numéro I. Okay. Donc là, pour l'instant, j'ai enlevé voilà, la fonction de SIC et vous voyez, donc là, il y a un mouvement qui se fait un petit peu, voilà, où les Boyds, donc, ils essaient voilà, de suivre aussi ou de rester groupés. Donc, c'est intéressant quand on a comme ça deux groupes qui se rejoignent. Donc, on va essayer d'en mettre un petit peu plus, allez, essayer de pousser à 150. Et donc, en général, une fois qu'on a ce modèle, donc les Boyds qui essayent de ne pas se rentrer les uns dans les autres, force de séparation, force d'alignement, quand ils se rencontrent, ils essaient d'aller dans la même direction, en tout cas la direction de les voisins, et cohésion, donc force qui leur permet voilà, d'essayer de rester le maximum groupé. Donc là, en général, quand on a ce modèle-là, qui est ultra classique, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'appliquer des modulations en fait aux forces ici. Donc ça, vous verrez dans tous les modèles de Boyds, vous avez ici donc le calcul de la force qui se fait et il y a toujours un facteur multiplicateur. Et donc je crois qu'un des facteurs qui est prédominant sur les autres en général, donc je vais regarder dans le code, ouais, voilà, c'est la séparation, de sorte à faire en sorte qu'il se rentre le moins possible dedans. Donc ça, on va pouvoir ici appliquer F séparation. On va le multiplier, donc comme dans l'exemple qu'il y a sur, je pense, P5JS, on va le multiplier par 1,5. Donc vous voyez là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des groupes en fait qui se forment et puis voilà, qui se séparent. Alors ça, c'est lié au fait que voilà, il y a ce phénomène-là de sortie puis de rentrée d'un autre côté de l'écran. Donc là, j'ai rajouté ça. On va voir, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, vous voyez, il y a une force de séparation qui est beaucoup plus importante et vous voyez qu'ils ont moins tendance à rentrer les uns dans les autres. Donc là, ça devient vraiment super intéressant en fait comme comportement. Donc on va pousser un petit peu peut-être le nombre. Allez, on va aller à 200. Donc ça dépend, ça va vraiment dépendre de la puissance de votre machine. Donc il se peut que ça rame assez fort hein, au bout d'un moment. Donc mais pareil, une fois qu'on a appliqué ça, donc vous voyez que là, simplement en ayant défini donc ces comportements, on leur dit même pas de revenir vers la cible. Il y a des comportements comme ça de groupes qui émergent en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer en même temps de leur dire de rejoindre la cible. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est vrai que je n'ai pas essayé hier, mais ça peut être marrant. Donc, imaginez comme des poissons voilà, viennent de jeter de la nourriture dans l'eau.
Donc là, par contre, il y a beaucoup de collisions là, quand il y a deux groupes qui. Donc je trouve toujours ça autant fascinant. À chaque fois que je manipule comme ça des Boyd, je trouve ça assez génial, quoi, de se dire que voilà, avec finalement très très peu de code, hein, vous avez vu, on arrive à créer ce genre de comportement. C'est assez dingue. Donc ça fonctionne bien pour vous. Alors je peux vous passer l'adresse du sketch, hein. C'est vrai que j'ai pas pensé. Et, donc ça c'est pas mal. Alors je vais vous montrer comment. Oui, je vous avais promis. Je regarde l'heure. Oui, 12h09 déjà. Donc, alors, il y a deux choses que je voulais voir par rapport à ça. Il y a, oui, donc activer l'historique en fait des positions, des Boyds. Donc, pour avoir, vous allez voir une sorte de, voilà, de dessin un petit peu abstrait qui se fait. Et bah, je voulais vous montrer comment assez simplement sauver des GIFs animés. Donc, ça, on l'avait vu l'an dernier. Mais bon, je pense que ça vaut le coup ça vaut le coup de le revoir. Par quoi on pourrait commencer? Bon, je vais vous montrer comment sauvegarder des GIFs animés à partir de, voilà, à partir de ça. Donc vous allez voir, ça prend deux lignes et on peut exporter ça donc en GIF. Allez, donc pour sauvegarder un GIF, on va, je réfléchis comment on peut faire. Simplement, je vais reprendre un petit bout de code que j'avais mis de côté, que je dois avoir là, je pense. C'est pas ça. Il faut que je le retrouve. Voilà. Donc pour créer une boucle GIF, en fait, on va bah, toujours pareil, manipuler un objet en fait qui va représenter cet objet création ou manipulation d'objets de GIF animé. Donc pour cela, on va se créer une variable qu'on va appeler, tiens, allez, on va l'appeler GIF ici. Voilà. Donc si jamais vous voulez importer ça dans un autre sketch, les fonctions qu'on va utiliser, c'est bien parce que on a importé en fait cette balise script, d'accord, qui correspond à une librairie en fait qui permet de créer des boucles à partir de P5.js. Ok, donc on a cette boucle-là. Alors, ce que je vous propose de faire, moi, ce que je fais en général, c'est ce que j'ai fait là pour les GIFs qui sont sur cette page-là, c'est que je dis en fait, ben voilà, une fois que le sketch a tourné pendant, j'en sais rien, 3 secondes, commence à sauvegarder le GIF pour faire un GIF de 2 ou 3 secondes. D'accord? Voilà, donc on va utiliser le frame count, la variable frame count, en fait, qui compte combien de fois combien de fois on est passé dans la boucle draw. D'accord, tout simplement. Et on va dire quelque chose comme, ben voilà, si frame count dépasse une certaine valeur et si le GIF n'a pas été créé, eh bien, on déclenche la création du GIF. D'accord, c'est tout ce que ça va nous coûter. Donc, on va retourner dans le sketch. Donc, création ici de ma variable GIF. Et on va ici dans le draw. Donc, on va se positionner une fois qu'on a tout dessiné. Donc, veillez bien à vous positionner ici, donc avant la dernière accolade, donc qui correspond ici à l'accolade du draw. On va dire la chose suivante. Si donc frame count supérieur, alors non, on va partir comme ça. On va dire plutôt si le GIF n'existe pas. Donc si GIF est égal
undefined. Donc ça veut dire en gros si la boucle n'a pas été créée. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec le if target. Donc si la boucle n'a pas été créée, Et on va dire si le frame count, donc supérieur ou égal alors moi j'ai mieux. Donc c'est cette valeur-là que je fais en général variée. Donc il faut se dire qu'en fait 60 ça correspond à 1 seconde. Donc bon là par exemple on va dire commence à sauvegarder au bout de 3 secondes. Donc 180. Donc 1 seconde égale 60 frames. Eh bien, on va ici créer notre objet. Ok, donc c'est ici, on va faire gif égale create loop. Ça, c'est la fonction qui va créer l'objet, qui va tout seul prendre une capture d'écran de votre canvas et la rajouter dans un fichier gif. Et donc là, attention, on va lui passer un objet, donc avec des accolades, ici, et alors, je vais vous passer le code, hein, si vous voulez, par le chat. Donc, on va lui indiquer la durée de notre GIF. Donc ici, ça va être, on va dire, en secondes. Et on indique effectivement que c'est bien un GIF animé qu'on veut. Donc, je vous passe, tiens, ce petit bloc de code là à travers le chat. Attention, il faut vraiment le mettre après avoir tout dessiné. Si vous le placez avant de dessiner, ben, votre GIF sera complètement vide. Ok, bah voilà, bah en fait c'est tout. Voilà, donc là ce qu'on dit, c'est que si le GIF n'a pas été créé et si on arrive à peu près à 3 secondes de notre canvas, on crée la boucle. Donc une fois qu'il a fait ça, bah, s'il repasse là, le GIF est défini, donc il ne va pas repasser là. Donc c'est du one shot, hein, c'est-à-dire que voilà, il crée un GIF et puis c'est tout. Donc il y aurait une mécanique à mettre en place pour que ce soit, voilà, plus flexible et qu'on puisse peut-être créer plusieurs GIFs à partir du même sketch. Donc on pourrait créer, je ne sais pas, un bouton ou quelque chose comme ça. Bon, moi, j'avais fait ça un petit peu rapidement pour créer des GIFs, mais voilà, donc je voulais vous le montrer. Donc on va lancer ce sketch et vous allez voir au bout de 3 secondes si tout se passe bien et non. Ah, si peut-être. Alors il faut regarder la console en fait. C'est dans la console en fait, voilà, qui met des informations. Voilà, donc il vous indique qu'il a créé le GIF. Et une fois qu'il a été créé, le GIF, en fait, il le rajoute à la page web. Donc vous pouvez facilement après le glisser-déposer dans un dossier sur votre bureau. Alors ça, pareil, ça dépend de la puissance de votre machine. Ça prend un petit peu de temps parfois. Donc ça dépend vraiment de la taille de votre canvas, donc plus il y a de pixels, et aussi de la durée. Donc je vous conseille ici de ne pas mettre genre 30 secondes. Déjà, les fichiers vont être énormes et ça va prendre beaucoup de temps. Voilà. Et donc voilà, une fois qu'on est arrivé ici, ben, je me retrouve avec mon GIF animé. Donc, je vais le mettre sur le bureau et je vais le réimporter voilà, dans le Sketcher. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Mince, je l'ai perdu. Ouais. En même temps, j'ai tellement de trucs sur mon bureau. Ben, je l'ai perdu. Bon, je vais le réimporter. Tiens, je vais le remettre là. Hop, voilà, ben, il est là. Et donc là, vous avez un fichier GIF, voilà, que vous pouvez, voilà, qui est lisible, Donc, qui dure 3 secondes. Ça va très vite. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, en fait. Donc ça, après, vous pouvez l'uploader sur des plateformes. Ça marche très bien. Moi, je m'en sers en général donc sur le GitHub et puis je m'en sers aussi parfois sur Twitter. Donc sur Twitter, alors parfois sur les plateformes, je ne sais pas si Instagram prend des gifs comme ça, mais je sais que par exemple sur Twitter, il y a une limite de taille. Donc vous ne pouvez pas uploader des fichiers qui font plus de 15 mégas.
Donc là, ça va, je suis dans les clous. Ça fait 3 mégas, 3 mégas. Donc 3000 kilobytes. OK. Voilà. Donc après, si vous voulez pas, si vous voulez désactiver cette fonctionnalité-là, bon, en général, moi, ce que je fais, c'est que je mets en commentaire. Voilà, tout simplement. Ça permet de, voilà, d'être tranquille. Allez, dernier petit truc que je voulais vous montrer pour cette partie Boids. Je voulais vous montrer justement le dessin de l'historique en fait des Boids. Donc l'historique, en fait, ce que ça va faire, c'est que pour chaque Boid, donc c'est des fonctionnalités qui n'étaient pas sur la librairie que j'ai rajoutées hier. Et bien en fait, pour chaque Boid, il va sauver les positions qu'il a occupées précédemment, donc dans une certaine limite. Cette limite qu'on peut préciser quand on lui demande en fait de créer l'historique. Donc ça, c'est au moment où on crée les Boids, donc dans le setup, on va lui demander, alors je me souviens déjà plus de ce que j'ai programmé hier, on va lui demander ici, alors j'ai mis ça tout à la fin, je pense. Ah non, mais est-ce que je l'ai rajouté? Mince. Je suis en train de me dire que je ne l'ai pas forcément rajouté en ligne. Mince. Attendez, je vais uploader le fichier. Je vais modifier le fichier. Je vais uploader le fichier. Alors, où est-ce que j'avais ça? Open, donc collection. Ah, ça va mettre 3 plombes, évidemment. Je l'avais défini, en fait, j'avais défini pour tester, quoi, ça, no collection. J'avais défini ça dans mon... Ah, voilà. Il ne veut pas appuyer. Là. Et catch deleted. Où est-ce que je l'ai? Ah non, mais je ne l'avais pas justement, je ne l'avais pas mis dans une collection. Claque 6 U6. Mais non, mais je refais ce que je voulais pas faire. Je suis dans les sketchs plutôt. Voilà, et je crois que c'était ça. Oui, voilà. Donc c'est ça que j'ai oublié de rajouter. Donc je vais le rajouter sur le fichier en ligne. Alors, je vais aller dans FileZilla pour que vous ayez un accès. Connecter. Licence, c'est ici. Lag 6 U6, c'est ici. P5 Boids. C'est lui. Je vais le mettre sur le bureau. Fichier source. Et on y va. Vite, excusez-moi. Voilà. Je rajoute ces fonctionnalités. Comme ça me permettra de, tiens, de revoir. Et je upload. OK. Voilà, donc là, ça devrait être bon. Donc, normalement, je viens d'uploader donc sur le serveur une nouvelle version qui dispose donc des fonctionnalités, petites fonctionnalités graphiques que je voulais vous montrer, qui sont utilisées souvent avec les Boids pour du rendu. Là, on n'est plus sur du comportement, mais plutôt du rendu graphique. OK. Donc, la fonction qu'on va appeler quand on génère les Boids pour lui dire d'activer l'historique de position, eh bien, c'est celle-ci.
Donc, je vais la reporter. Alors, ça y est, je suis perdu. Je vais la reporter donc sur le sketch. Voilà, ici. Voilà. Donc ici, c'est celui-ci. Voilà, on en était là. On en était là. Donc, je vérifie, oui, je suis bien sur le bon sketch. Ouais, c'est bon. Donc, une fois qu'on construit nos boids ici, eh bien, on va activer l'historique. Donc ça va s'écrire comme ça, en fait. Donc ça, ici, on va avoir une méthode, en fait, qui va accepter un paramètre. Et ce paramètre, en fait, ça va être le nombre de positions qu'il va stocker. C'est-à-dire qu'à un instant donné, au cours de l'évolution du Boyd, ben, on aura accès aux 400 positions précédentes. D'accord? Donc, ce qui va nous permettre en fait de tracer comme une sorte de traînée en fait de positions. Donc ça, il y a toutes les fonctions dans P5, enfin en tout cas dans la librairie que je vous ai passée. Voilà, donc là pour l'instant, il y a juste ça. Alors on va tester que ça fonctionne bien. J'espère qu'il ne va pas y avoir de problème de cache. Ah ouais, deactivate is not a function. Alors, si je force le rechargement, ici, je vais forcer le rechargement de la page et... Ah non, mince. Mince, mince, mince. Alors peut-être, on va essayer une technique. Et je vais le forcer à recharger la page. Donc, excusez-moi pour ce petit contretemps, mais ce que vous pouvez faire, en fait, c'est donc copier-coller cette adresse dans votre navigateur, et c'est pour lui forcer, en fait, à recharger la bonne version. Et donc, quand vous êtes sur cette page, en fait, vous faites un recharger ici. Et normalement, dans le fichier tout à la fin, vous devez voir apparaître ici cette fonction, ici, Activate Story. Voilà. Donc ça, c'est pour justement activer la sauvegarde des positions précédentes. Donc là, normalement, si je reviens ici, non, il ne le veut toujours pas. Mince, Deactivate History. Pourquoi il ne le voudrait pas ici? Euh, J'ai l'impression qu'il ne l'a pas pris en compte. Il ne l'a pas pris en compte. Comment ça se fait, ça? Alors, je vais essayer de... Bon, je vais fermer peut-être l'éditeur et revenir. Ouvrir le sketch en cours. Et... Non, il veut pas. Ah, je sais pas pourquoi. Pourtant, fichier. Ouais, il y a cette fonction. Historique. Je l'ai mal orthographié peut-être. Non, c'est bon. Bon, mais je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Ça fonctionne chez vous si vous essayez voilà, de mettre en route cette ligne. Là, je comprends pas pourquoi il voudrait pas la faire fonctionner. Est-ce qu'il doit avoir en cache quelque part l'ancienne version? Comment je pourrais faire? Je vais peut-être sur le serveur essayer de modifier la version. Date, peut-être, c'est peut-être ça qui m'embête. Je vais uploader la version. Bon, sinon, je vous montre ce que ça donne dans l'autre sketch.
espérant que ça marche pour le coup. Voilà, je reviens là. Allez. Non, il veut pas. Bon, mais il veut pas. Mais je sais pas pourquoi il veut pas. Bon, je vous montre dans l'autre sketch ce que ça donne graphiquement comme résultat. Donc on va ouvrir. Donc c'était celui-ci et non, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a un ah ben non, mais c'est pas celui-là, pardon. C'était ouais, c'était celui-ci. Voilà. Donc en fait, bah, c'est le même principe, sauf que là, on a voilà, on a dessin de traces qui se fait. Voilà. Donc ça donne des choses assez esthétiques en fait. Voilà. Donc là, j'avais laissé, je crois, le slider pour la force SIC. Voilà. Donc là, je crois que l'historique avait été adapté pour 400, il me semble 400 valeurs. Ouais, ici 400 valeurs. Historique. Voilà, donc c'était simplement pour vous montrer ces options de dessin. Voilà, donc on peut, là, si je l'active avec peut-être un peu moins, ça va être un peu plus rapide, un peu plus dynamique. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, je vais regarder quand même avant de mettre en ligne pourquoi ça déconne. Mais normalement, vous devriez avoir accès. Donc l'idée, c'était d'appeler sur un void activate history. Donc vous voyez que la taille de la trace va dépendre finalement du nombre de valeurs que vous allez activer ici ou pas. Et ensuite, il y avait simplement ici, voilà, après le update tout court, il y avait le update history. Donc ça veut dire la valeur que tu viens de calculer, la position que tu viens de calculer, tu la sauvegardes dans l'historique des positions. Et dernière fonction, render history, donc ce qui permet de dessiner ici l'historique. Hein. Donc j'avais débranché le dessin du void directement. Voilà. Donc, en le réactivant, ça donne ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cette fonctionnalité. Donc je suis un peu déçu qu'elle ne fonctionne pas. Mais bon, j'aurais peut-être dû regarder hier avant de tester. Écoutez, voilà, j'en ai terminé avec cette histoire, ou en tout cas cette notion de Boyd. Donc, est-ce que vous avez des questions? On a 5 minutes. Non, ça va? Vous avez réussi à suivre? Oui, Ouais, ça a été? oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc la vidéo en ligne, les sketchs aussi dans la bonne collection. Donc, ils y sont en ligne, mais ils sont pas dans la collection, donc vous pouvez quand même les regarder pour jeter un œil. Donc je vous mettrai les instructions donc pour l'exercice de création donc d'obstacles physiques, ou en tout cas de parcours de billes. Voilà. Donc je vous mets tout ça en ligne ce soir. Donc les modalités d'évaluation. Donc là, ce sera un travail par groupe. Et les modalités d'évaluation, c'est un petit peu les mêmes que l'an passé. Donc voilà, respect de la consigne. Voilà, je regarde s'il y a un travail qui a été effectué au niveau du code, de la créativité, tout ça. Bon, exactement ce qu'on avait fait l'an dernier. Donc l'idée, c'est voilà, l'objectif, ce serait de se créer une petite animation comme ça, collaborative. Ok. Donc je vous laisse aller déjeuner. Je vais y aller aussi. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Et donc je vous envoie un mail quand tout ça est prêt. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci, bon Ok. appétit. Bon appétit, Ouais, à la semaine Merci. prochaine. merci. À Merci, au revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.